Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Cannes et ses alentours parce qu'on va découvrir ensemble les crashs de 3 bombardiers B-24 Liberator. Ce sont, comme le nom l'indique, des avions qui sont là pour larguer des bombes, des avions de plus de 30 tonnes. Donc, on est aujourd'hui en compagnie de monsieur Philippe Castellano, spécialiste des crashs et des histoires d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Il est connu également pour avoir identifié l'avion de Saint-Exupéry et bien entendu auteur de ce magnifique ouvrage Liberator. On va le suivre aujourd'hui, nous raconter l'histoire du 25 mai 1944 où des bombardiers Liberator ont quitté l'Italie en direction de Givors, près de Lyon, pour bombarder une gare de triage. Et malheureusement, au cours de cette mission, 3 d'entre eux ne vont pas rentrer à leur base en Italie et ils vont se crasher ici, dans les environs de la ville de Cannes. Donc, c'est ce qu'on va découvrir immédiatement avec monsieur Castellano. C'est parti! En ce printemps 1944, une très forte intensification des bombardements sur l'Europe va se faire ressentir et ceci servira de prélude pour les futurs débarquements à venir du 6 juin et du 15 août sur le territoire français. Ces bombardements stratégiques vont avoir un rôle bien précis à remplir. Il s'agira, pour les Alliés, d'amputer l'appareil défensif ennemi de ses capacités de transport de troupes et de ravitaillement sur les lignes de front en cours en Italie, où, je vous le rappelle, les Alliés se battent déjà depuis le 9 septembre 1943. Les objectifs de ces missions seront la destruction des axes de communication tels que les ponts, les gares de triage, des réseaux de chemin de fer et les aérodromes ennemis afin de s'assurer la maîtrise complète de l'espace aérien lors de ces attaques. Le nom de code donné pour cette campagne de bombardement sera The Transportation Plan. Nous sommes le jeudi 25 mai 1944, il est 3h du matin quand les équipages des bombardiers B-24 Liberator des 464 et 465 Bomber Group se réveillent afin de se préparer pour leur mission qui les attend aujourd'hui. Le temps pour eux de rassembler quelques affaires, déjeuner et faire un brin de toilette, car ils sont attendus en salle de briefing à 4h30. Leur objectif du jour va leur être annoncé et ce sera aujourd'hui le nœud ferroviaire et la gare de triage de Givors, située seulement à 20 km au sud de Lyon. Cet objectif a un rôle stratégique d'importance car il doit couper l'alimentation en renfort humain et matériel pour les troupes stationnées dans le sud de la France, mais également dans le nord de l'Italie, toujours en proie à de violents combats en ce mois de mai 1944. Le briefing a le mérite d'être clair et il est désormais compris de tous. Pour accomplir leur mission, chaque bombardier ne portera aujourd'hui que seulement 2 tonnes de sang de bombes de 226 kg à cause des grandes distances à parcourir aujourd'hui pour cette mission. Ils essaieront d'être le plus efficace possible avec ces charges offensives à transporter. Ainsi, tout le monde donne son maximum, à commencer par les mécaniciens, personnels d'entretien et autres armuriers qui ont œuvré depuis toute la nuit avec souvent peu de moyens dans des conditions très difficiles pour que ces avions puissent pleinement être opérationnels pour cette mission du jour. Avant de regagner leurs appareils, ils vont d'abord se changer et récupérer ainsi leur combinaison de vol, également leur Mae West. Les navigateurs vont également récupérer leur plan de vol et ce sera pour tous le moment de se dessaisir de l'intégralité de leurs effets personnels qui permettraient à l'ennemi de les identifier très facilement en cas de chute en territoire hostile. Ils percevront également un kit d'exfiltration et de survie nominatif en cas de crash de leur appareil. Un temps de recueillement avec l'aumônier leur sera accordé pour une prière et une messe de protection pour faire face aux multiples dangers auxquels ils vont sûrement être confrontés aujourd'hui. Désormais,
ils peuvent enfin rejoindre leur appareil qui les attend sur le tarmac. L'allumage des moteurs est prévu à 5h45. Nous sommes ici sur l'aérodrome américain de Gioia delle Colle, situé dans cette région des Pouilles italiennes. Et c'est ici que l'intégralité du 464e Bomber Group, composé de ces 4 squadrons qui sont le 776e, le 777e, 778e et enfin le 779e Bomber Squadron. Et ils font tous partie de la 55e Bomber Wings. Ils ont donc établi ici leur quartier pour frapper l'Europe occupée avec leurs bombes. Cette unité est établie dans un camp composé de tentes formant un petit village situé au nord-est des pistes de décollage. Ces appareils engagés sur cette mission vont rejoindre très prochainement en vol un autre groupe de Liberator. Ceux-ci appartiennent au 465e Bomber Group qui était basé non loin de là, à Pantanella. Pour cette mission, ne représentant pas de risque particulier, mais surtout compte tenu des très nombreux autres bombardements prévus au-dessus de l'Europe, aujourd'hui, nos appareils ne disposeront malheureusement pas d'escorte de chasseurs pour les protéger durant ce run. Il est désormais 6h30. L'ordre de décollage est donné et les 36 Liberators du 464e Bomber Group prennent leur envol à tour de rôle. Nos pilotes font leur dernier check de contrôle afin de vérifier leur plan de vol et également de se remémorer les consignes qui ont été données ce matin lors du briefing. Ils vont désormais rejoindre les 32 B-24 Liberator du 465e Bomber Group qui seront leur convoi de tête lors de cette mission. Ces deux groupes vont établir leur jonction au nord de la ville de Foggia et ils vont désormais s'aligner sur leurs caps respectifs direction Givor. Aujourd'hui, pour les hommes du 464e Bomber Group, c'est leur première mission aussi loin de leur base, infiltrée en territoire ennemi. Ils se trouveront dès lors à la limite opérationnelle de leur appareil, car ils devront parcourir près de 1200 km de distance pour le trajet aller, pour une autonomie maximum prévue sur les B-24H de 3300 km. Mais déjà, au cours de ces premières minutes de vol, ce moment où les appareils se rassemblent en prenant leur place au sein de cette formation de combat que l'on appelle un box, certaines défaillances matérielles vont survenir, principalement sur les systèmes hydrauliques des tourelles de combat, contraignant 3 Liberators à regagner immédiatement leur base. Ces appareils défaillants étaient en train justement de se positionner à leur place attitrée à une altitude également définie, ce qui constitue des formes géométriques dites en diamant, offrant ainsi par conséquent le meilleur moyen de défense pour les mitrailleurs des bombardiers face aux attaques de la chasse ennemie. La feuille de route prévoit aujourd'hui plusieurs étapes entre villes et points géographiques remarquables à rallier afin que personne ne s'égare durant ce convoi. Au départ de l'aérodrome de Gioia, le premier point à atteindre sera le cap Circeo, suivi ensuite du cap Corse, puis ce sera la ville de Nice. Arrivé au-dessus des terres, le travail du navigateur se compliquera un peu plus afin de trouver des repères visuels et la direction à suivre sera la ville de Chambéry, suivi du lac du Bourget qui lui sera un petit peu plus facilement identifiable et ensuite ils commenceront tout doucement à entamer une courbe sur leur gauche qui les mènera au nord de la ville de Lyon. À cet instant, les officiers bombardiers vont pouvoir se tenir prêts car l'objectif Givor est en vue. Cela fait maintenant près de 4 heures que nos appareils volent sans encombre, si ce n'a été quelques rares tirs de flak ressentis juste au-dessus de la ville de Nice. Nos Liberators avancent à une vitesse d'environ 250 km/h de moyenne, propulsés par 4 moteurs Pratt & Whitney R1830-65 de 2x7 cylindres en étoile décalée pour une puissance d'environ 1200 chevaux chacun. Ils arrivent enfin sur leur objectif, il est 12h50. Arrivés en zone de combat, voire même à proximité de la zone de bombardement, les risques d'interception par la chasse ennemie sont très élevés, tout autant que d'être touché par des défenses anti-aériennes. Dès lors, tout le monde à bord s'équipera de ses gilets anti-flak et va se mettre à son poste de combat.
L'altitude moyenne de ces bombardements lors de ces missions est d'environ 6000 mètres, ce qui, malgré la concentration de l'officier bombardier pour essayer de repérer son objectif, n'est absolument pas gage de qualité et de précision. Dès lors, les erreurs et les dégâts collatéraux sont donc inévitables. Ce jour, malheureusement, les sirènes d'alerte anti-bombardement ne vont retentir qu'à 12h56, heure à laquelle les premières bombes lâchées par le 465e Bomber Group explosent en fait sur la ville. Cette défaillance des alarmes va être la cause de très lourdes pertes tragiques aux nombreux civils qui tout doucement s'habituaient au fil des jours, peu à peu, à voir passer au-dessus de leur tête à très haute altitude ces bombardiers traverser sans encombre le ciel de leur ville. Aujourd'hui donc, la population n'avait pas pris la mesure du danger et n'avait donc pas pu rejoindre les abris anti-bombardement prévus à cet effet. Les destructions lors de cette première passe de bombardement sont purement terribles, surtout dans les quartiers résidentiels du pourtour de la gare, et principalement dans la faïencerie La Bru, dont les ouvriers étaient encore à leur poste de travail lorsque les bombes éclatèrent, soulevant également, par la même occasion, dans l'atmosphère, de très nombreuses vapeurs de produits chimiques compliquant passablement l'intervention des secours. Mais les Givordins n'en ont pas encore terminé avec ce bombardement. Il est actuellement 13h01 lorsqu'un nouveau tapis de bombes s'abat sur cette ville déjà meurtrie. Ce sont désormais des bombes du 464e Bomber Group qui viennent à leur tour de se déverser, cette fois avec un petit peu plus de précision, sur la gare de triage et le nœud ferroviaire de Givors. L'objectif est donc atteint dans une bonne proportion niveau résultat pour les Libérators qui laisseront derrière eux la mort et la désolation. Car rappelons-le, l'objectif de Givors n'est pas un objectif militaire à proprement parler. On dénombrera, après ces 2 raids meurtriers, 33 morts, 99 blessés, 55 immeubles détruits, 29 locomotives atteintes, 60 wagons détruits, 42 cratères de bombes sur leur objectif principal de la gare et de ses environs, et 35 dans des zones périphériques où il résidait de nombreux civils. Les bombardiers ont accompli leur triste mission et peuvent désormais faire demi-tour. Ils vont emprunter pour cela la vallée du Rhône afin de redescendre dans le nord de Marseille, pour ensuite longer le littoral varois et arriver ainsi sur l'Estérel, point à partir duquel ils n'auront plus qu'à bifurquer au-dessus de la Méditerranée pour rejoindre la Corse et rentrer à leur base. Malheureusement pour eux, c'est ici que cette mission va sérieusement se compliquer pour les appareils du 464e Bomber Group qui, rappelons-le, ferment la marche de cette mission. Au cours de leur descente le long de la vallée du Rhône, ils ont été repérés par les très nombreuses stations radars disposées tout au long de cet axe et elles sont séparées les unes des autres d'environ 60 km, ce qui leur permet de parfaitement quadriller la zone et bien entendu de repérer toute formation de bombardiers de passage dans leur secteur. D'ailleurs, il y a de très fortes probabilités que ce soit la très performante station radar Falter qui se trouvait non loin de l'objectif de Givors. Elle était en fait sur la commune de Chazelles-sur-Lyon et c'est sûrement celle-ci qui a signalé et repéré nos bombardiers sur le trajet de retour. Comme toutes les stations de la Luftwaffe, elle porte en fait le nom d'insecte ou d'oiseau en reprenant l'initiale de la grande ville la plus proche qui était ici en fait la ville de Föhr, d'où le nom de code en allemand Falter qui veut dire papillon. Malgré la très forte intensité aérienne ce jour, elle va anticiper le trajet de retour de notre escadre de bombardiers et ainsi prévenir la chasse allemande du secteur concerné qui se trouvait déjà en alerte maximale depuis midi. Ainsi, arrivé dans le nord de Marseille, ce sera au Jagd Group Sud, soit le groupe de chasse de la région sud, basé à Istres, d'intercepter les bombardiers. Et ce jour, au décollage, ce sera pas moins que 20 appareils qui vont s'élancer à la chasse des B-24. Cette formation sera composée de Messerschmitt Bf-109 et surtout de redoutés Focke-Wulf 190.
Il est 13h40 quand les mitrailleurs repèrent dans le ciel les premiers appareils ennemis qui foncent sur eux en passant immédiatement à l'attaque. Ainsi, tous les mitrailleurs du box du 464e Bomber Group vont répliquer à leur tour dans un déluge de feu, visible grâce à leurs balles traçantes. Dans ce combat aérien qui s'opère, plusieurs appareils vont être durement touchés par les obus 20 mm de la chasse allemande, mais les B-24 encaissent le coup sans trop de difficultés. Malheureusement, la situation déjà compliquée va encore se durcir car arrivé dans le secteur d'Aguet, proche du littoral, la FLAC qui était ici bien présente sur différents points de défense va entrer également en action en complément de la chasse allemande. Et maintenant, par contre, les B-24 vont être véritablement en grand danger car ils ne pourront plus encaisser le moindre coup au but supplémentaire. Ainsi, un drame est actuellement en train de se jouer et 3 libérateurs de ce groupe ne rentreront pas en Italie. C'est ce que nous vous proposons de découvrir ensemble directement sur les lieux où se sont déroulés ces faits historiques et découvrir également les destins tragiques de ces 3 appareils.